Débuter sans avec 2 kg de trop en rétention, ça va être super. Et bonjour, bienvenue sur Cycloval pour la seconde des 3 parties de la présentation de la saison 2023. Donc consacre aujourd'hui davantage à mon calendrier personnel et à mon parcours personnel. On va également donc parler en ouverture de la vallée du Béda qui se court dimanche. Course s'il en est sacro-sainte. On parlera donc de mon second club après avoir parlé de mon premier club, la CQC, la dernière fois en long et en large. Là on va parler du CMV, mon second club, mon groupe d'entraînement. Un petit club qui monte dans le comité. Parce que donc j'ai 3 clubs. La prochaine fois, je verrai, on fera la tête un peu de l'handisport, donc justement avec mon club, donc l'ASM Handisport, sport adapté, puisque j'ai signé dans un nouveau club, parce que, donc comme je vous expliquais, on me propose une section Global Games Info, donc un club sport adapté pour y courir, pour prétendre à l'équipe de France. Pourquoi pas d'ailleurs. Ah. En plus, parce que je continue en handisport, l'an dernier ça s'est apporté un peu ses fruits, puisque comme j'ai quand même, vous verrez, dans le cadre du petit documentaire que je vais vous faire pour la journée de l'autisme, j'ai remporté le calendrier national, change national, dans le cadre du cyclo-rotor, en e-sport, en terminant 31 sur 8700, c'est quand même pas mal. Et enfin, on parlera de quelques pistes de réflexion sur le cyclisme, des nouvelles licences également, parce que je sais vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà. Et dans une troisième et dernière partie, la semaine prochaine, on parlera donc du calendrier régional, et un peu les équipes, un peu les coureurs à voir. Voilà. J'essaierai d'ailleurs cette année un peu de vous présenter quelques coureurs dans ce comité important à voir. Voilà. Donc maintenant on va parler du Béda. Donc le Béda, épreuve s'il en est sacro-sainte, créée en 1980. C'est avec QC une épreuve qui a été créée à peu près au même moment, un petit peu plus tôt, les épreuves d'ouverture dans le comité, pendant très longtemps, puisque Cournon est venu se greffer finalement il y a assez peu de temps, une petite vingtaine d'années entre les deux, mais pendant très longtemps, QC et Cournon, Cournon parfois, et le Béda étaient les épreuves d'ouverture du comité. Et moi, dans le cas du Béda, c'est la première course que j'ai vue en tant que coureur, puisque j'étais tout jeune coureur, on avait invité les coureurs du VCCA à monter dans les voitures, donc j'ai vu cette épreuve moi il y a 20 ans, lorsque Guillaume Lejeune a gagné, dans la voiture du médecin. Donc maintenant, on va s'intéresser au Béda avant de s'intéresser à mon calendrier personnel. Le Béda, épreuve créée en 1980, d'abord sous la forme d'une course par étape, donc en 2 étapes, c'est-à-dire une épreuve contre la montre sur un circuit court, bien plus court qu'à l'heure actuelle, et ensuite une épreuve en ligne où les coureurs partaient déjà à cette époque dans la plaine du côté de Randan. En gros, ce que feront les filles cet été pour le tour féminin, Randan, et ensuite revenaient direction Clermont-Ferrand, pour donc arriver tour à tour sur Blanza, Saya, Nonan, Durtol, Sébaza, Châteauguay, Malosa, et Sébaza également. Donc, c'est-à-dire ce petit pourtour du Béda qui constitue donc l'ossature fondamentale de cette épreuve. Épreuve qui en 84 passe en ligne en conservant seulement l'étape en ligne. C'est une épreuve où on va voir quand même un certain nombre de vainqueurs prestigieux, notamment Miguel Martinez qui sera engagé plus de 25 ans après sa victoire sur l'épreuve principale ce dimanche. Également, plusieurs vainqueurs prestigieux, des coureurs qui passeront professionnels, notamment Richard Virenque, qui l'emporte en 90, après avoir tassé Tanguy Bush dans les barrières. Voilà. Avant qu'en 2000, en fait, du fait d'une sécurisation de plus en plus difficile, de plusieurs graves incidents impliquant des chauffards en bagnole, déjà, ici, ça amène l'organisateur, sous peine de voir l'épreuve disparaître, à n'utiliser plus que le circuit final. Donc circuit final qui depuis a très peu changé, c'est-à-dire hormis certaines années, par exemple en 2019, on empruntait le circuit en sens inverse pour l'arrivée à Châteauguay, faire une arrivée en côte, au lieu de faire une arrivée en descente comme en 2007, ce qui en 2007 avait provoqué le grave accident de Samuel Bonnet au sprint. Voilà. Le circuit, alternativement, chaque année, une des villes accueille l'arrivée, sauf Malosa qui s'est retiré, puisqu'il y a des travaux dans Malosa qui empêchent maintenant le passage, et au final, qui n'empêchent pas le passage, mais c'est simplement que Malosa s'est retiré. Donc, depuis quelques années. Donc ici, hormis l'année dernière, par exemple, on est descendu par les mauvaises pour aller chercher Blanza parce qu'il y avait des travaux dans Châteauguay. En fait, l'épreuve, elle reprend relativement le même circuit. Cette année, en fait, il y a une variation, c'est-à-dire qu'au lieu de monter dans Durtol, où on est arrivé en 2020 ou en 2015, ici, le circuit va prendre la montée de Nonan, comme en 2021. En fait, comme en 2021, comme en 2003, il y a 20 ans, quand j'ai suivi pour la première fois une course ici au Béda, dans la voiture du docteur François Poyer, en fait,
on prend la côte de Nonan, qui est un petit peu moins dure. Elle est un petit peu moins dure que la côte de Durtol, mais elle est dure parce qu'elle va être montée beaucoup plus vite. Et le final est beaucoup plus dur. Le final, en fait, elle est progressive. Le final est dur. Le pied est assez facile. Mais justement, elle est un peu plus explosée même. Ça ne changera pas grand-chose. Par contre, le circuit reste le même. Parce que notamment, en fait, pourquoi ? Parce que Durtol, en fait, il y a des travaux dans Durtol. Et donc, on ne peut pas emprunter effectivement le circuit. Tout simplement. Le Beda s'offre aussi un prologue depuis 84. Avec également de beaux vainqueurs, Miguel Martinez, justement. Qui est un des rares coureurs à avoir gagné dans toutes les catégories ici. Christophe Houra, qui sera encore présent. Qui, avec Miguel Martinez, doit être le doyen au niveau des coureurs. Avec Thierry Blanchet dans mes courses, ce sont des coureurs qui ont soit dépassé la cinquantaine, soit prochain cinquantaine maintenant, mais qui restent toujours des coureurs top niveau. Niveau engagé, donc je parlais de Thierry justement. Donc niveau engagé, effectivement, on va revenir sur le CMV, il y a pas mal d'engagés du CMV, pas mal d'engagés du VCCA, notamment beaucoup de jeunes du VCCA, notamment je pense à un jeune comme Loris Dutartre, qui est pas un mauvais coureur, à qui justement, dans quelques années, ça pourra peut-être venir, peut-être s'y est parce que c'est un bon puncher. Mais également, donc, pas mal de coureurs, notamment Cyril Guillaumont, qui sera toujours placé, je pense, en passe cyclisme, ou des coureurs comme Hugo Denari, Thomas Rivet, dans la course, dans le prologue principal de l'épreuve. Ensuite, on aura également donc Kevin Amartin, le retour donc de mon ami Kevin Amartin, ancien coureur de VCCA et de la Proimo, et de la DN d'Histoire, qui je pense d'ailleurs marchera pas mal, parce que j'ai couru avec Kevin l'an dernier à Lausanne, et il n'a pas fait une mauvaise course, on va dire. Le VC Oranais avec Emery Prophet et la famille Aubignat, par exemple, en passe. Fred Rougemont, toujours placé, qui a gagné cette épreuve également en passe. Comme je vous ai expliqué, le VCCA également, donc bon. Un beau petit plateau, et en plus un beau petit plateau, presque 40 coureurs, franchement c'est vraiment pas mal, c'est vraiment sympa. Ensuite, en 2 et 3, donc on aura par exemple Benoît Bâton-d'Or, qui a été un ancien élite, qui était un coureur qui courait notamment au VCI Roy il y a quelques années. Toujours un fort effectif de Cournon du VCCA, comme je disais. Le CCF avec les frères Leparter, Timothy Delaveau, plusieurs coureurs qui seront en vue sur les cyclosportifs cette année notamment. L'Excel, avec Mathis Gauvin, par exemple, et plusieurs jeunes coureurs. La CQC, donc mon club, avec Teddy Bergeron, Maël Cabot, des jeunes coureurs, donc on a vu notamment Maël cet hiver en cyclocross. Également, donc, et puis d'autres coureurs, également l'USPI par exemple, des coureurs en fait qu'on va voir durant cette année et que je vous présenterai plus en détail la semaine prochaine, je pense, dans le cadre de la première de la saison. Ensuite, donc, nous avons donc les féminines avec, au final, un niveau un peu moins élevé que l'année dernière, donc pas de Morgane Coston cette année par exemple. Par contre, Coralie Savina par exemple, qui cette année sera peut-être plus à l'aise sur ce circuit justement, comme peut-être plus à une sprinteuse justement. Émilie Courtin, qui est quand même une bonne coureuse également, qui est d'élite, une des rares élites ici, Anouk Bruget, Wendy Bonnier qui est en reprise, puisque Wendy et Flavia ont fait une très bonne saison de cyclocross pour l'équipe de Roumanie cet hiver, si vous n'êtes pas au courant. Et enfin, donc d'autres coureuses, notamment les coureuses du VC Gersatoire, mais bon, les coureuses du VC Gersatoire sont davantage cyclosportives, à part peut-être Aurélie qui est un peu plus typée course. Il y a Manon Riberon aussi, qui est une très bonne coureuse aussi, qui vient de la course à pied. Et on a également Sandrine Blanc, qui est l'ancienne championne d'Europe paralympique, donc il vient, comme moi, préparer la saison paralympique, ici. Voilà, donc je vais un peu les engager. Maintenant, le circuit. Donc le circuit, il n'a pas extrêmement changé finalement. C'est un circuit qui n'a pas, en fait, finalement, fondamentalement, peu changé. À part la côte de Nonan, comme je l'expliquais, cette côte de Nonan qui va devoir passer assez rapidement. Sinon, c'est un circuit, en fait, qui, chaque année, reste assez immuable. Ça reste assez immuable. Et c'est un circuit qui, justement, a cet intérêt. Alors, contrairement à la Durtorscha, ça serait vraiment une course de pur grimpeur. C'est des coureurs, notamment du Team Inca, par exemple, sont hyper à l'aise. Les grimpeurs sont hyper à l'aise ici. Là, par exemple, en élite, vous pouvez aussi bien avoir un sprinter qui va s'imposer qu'un Romain Bardet. Romain Bardet, il faut se rappeler qu'en 2011, à Blanza, il a gagné. Ben Caster, en 2008, a gagné, qui était un bon puncher, le coureur luxembourgeois. On a également Jean-Christophe Perrault, vététiste, qui en 2007 fait deuxième, Châteauguay. Miguel Martinez qui s'est imposé aussi. Il y a 20 ans, Guillaume Lejeune qui malheureusement n'a pas fait une belle carrière chez les pros. Benoît Luminet, bien sûr. Jérémy Cabot en 2019. Clément Carizet à plusieurs reprises. Ici, toujours en élite, un beau plateau et un beau palmarès. Notamment, on a Morgan Bahan qui est assez en vue et Martin Truta, le coureur norvégien, qui sont très en vue en ce début de saison, qui ici vont venir. 3 DN Auvergnat, ça faisait longtemps qu'on a pas eu 3 DN.
Donc mon club, la CQC, que je vous ai présenté la semaine dernière, qui avec nos petits jeunes vont venir se frotter à ce haut niveau. La très établie maintenant depuis près de 10 ans, plus de 10 ans même, Issoire, Proimo, le Team Atria, avec une DN3, avec notamment les frères Martinez, Antoine Vedable et quelques autres coureurs aussi de talent, qui ici seront donc formés par les frères Martinez au plus haut niveau également. En élite, donc comme je l'ai expliqué, comme souvent, un très beau plateau avec l'équipe de réserve d'AG2R, une équipe suisse, la VCX qui fait son retour ici, plusieurs DN qui viennent donc effectivement se préparer ici avant ce premier mois de mars qui va être déjà un mois important puisqu'en mois de mars on va avoir déjà les premières manches de DN1, de DN3 et de DN2 au niveau de la Coupe de France. Et puis quelques belles épreuves. Donc malheureusement cette année pas le 4 cantons puisque les 4 cantons ont été annulés cette année pour cause de travaux et d'arrivée du Tour de France. Et également je pense du nouveau critérium professionnel qui va se courir cet été à Isère. Donc maintenant, place à la présentation de mes objectifs personnels et de mon équipe, ma seconde équipe, c'est-à-dire mon groupe d'entraînement, le CMV, qui d'ailleurs je pense que dimanche va nous gratifier d'une belle course. J'ai bien vu. Maintenant, on va venir sur mon parcours personnel. Donc, moi, mon parcours personnel et ma saison. Donc, en gros, pour résumer, ma saison, je vais la centrer beaucoup sur les cyclosportives et les courses en e-sport. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça fait 20 ans donc, que je cours depuis 2003 que je cours. Et donc en 20 ans, j'en ai vu pas mal de courses. J'ai participé environ à 300 courses depuis que j'ai débuté le cyclisme, à peu près 300-350 courses. Sachant que j'ai fait une longue équilibre sur le cyclisme en fait entre 2005 et 2013. Où, durant cette période, j'étais étudiant en école d'architecture. Donc c'était compliqué pour moi de courir. Alors je courais, mais je courais seulement 7-8 courses par an. Avec un petit 6-7 000 bornes par an à peu près. Après, j'ai quand même couru des belles courses dans cette période. J'ai couru des belles courses. J'ai découvert la cyclosportive à cette époque. Mais donc, j'ai commencé donc, en 2003, comme j'expliquais. En fait, la première course que j'ai vue en tant que coureur, c'était le BEDA. Notre club nous a emmenés. J'ai fait donc le BEDA dans la voiture du médecin, donc du docteur Poyer à l'époque. Donc, du père Aurélien, qui est un de mes coéquipiers, lui dans l'ADN, moi dans l'équipe junior, avec Sébastien Fournier-Fayard, qui était mon leader à l'époque. J'avais quand même quelques bons coureurs avec moi à l'époque. Dans cette équipe, on n'était pas nombreux, on était 7-8, mais des coureurs doués. Très doués. Très très doués. Et j'avais commencé déjà à me faire remarquer en cyclocross en terminant second du challenge régional de cyclocross à l'époque. Donc je débute à Issoire qui était une vraie galère, je prends 17 tours. J'ai participé ensuite à ce qu'on appelait le challenge F de Bruges. Donc le challenge F de Bruges, c'est un challenge qui est organisé par le président du comité d'alors et ami de mon papa, donc Pierre Pouillet, qui organisait en fait via la société qu'il dirigeait un challenge junior espoir sur le comité. Donc l'ancêtre du challenge L'Avenue que vous connaissez, je pense, les jeunes. Donc, voilà. Donc avec une course à Pêche à Loire, ceux qui ont vu, je pense que vous avez vu, j'ai fait une partie du circuit à l'époque, j'ai refait même le circuit il y a quelques années, pour le fun je l'ai fait. Donc Pêche à Loire, à Verme j'avais bien marché, j'avais fait une échappée avec Vachon notamment, avec Florian Vachon dessus, j'avais fait, il y avait à Verme, il y avait une épreuve avec Rapone sur Arzon, que ça avait été une belle aventure pour y aller, que j'ai fait 7ème, ce jour-là je fais 7ème, je fais ma première place dans le top 10, je fais le dernier, je prends 8 tours, mais il faisait tellement chaud, c'était tellement dur qu'en fait... même en prenant 6 tours à l'arrivée, en fait, j'arrivais à faire une bonne place. Je galère, en fait, à part j'ai fait Oliergue aussi. Oliergue, en 2004, je cours avec Robert Racing, quand même, avec Maxime Bouet, avec des top coureurs. Je finis hors délai la première étape. Je découvre, en fait, ce haut niveau. J'ai découvert aussi le trophée du Champsor, par exemple, en 2003, aussi. Alors, c'est à Merlette. Je me prends 18 minutes par Di Gregorio, je finis avant-dernier. J'étais pas du tout concentré sur le fait de faire de la course, d'autant qu'en plus j'étais encore coureur à pied à l'époque, j'étais encore athlète à bon niveau puisque j'étais champion d'Auvergne de marche, top 15 national en junior. En 2005, moi j'intègre l'école d'archi, donc ça va être beaucoup plus dur pour moi. Mais je continue à faire du vélo, contrairement à beaucoup, j'arrête pas à l'école, je continue. Jusqu'en 2013. En 2013, je décide de me concentrer sur le cyclisme, et là, les résultats commencent à venir. Notamment en 2014, je manque de gagner le championnat du Puy-de-Dôme puisque je m'échappe du peloton, je rentre sur Jean-Luc Barba. Quasiment, je reviens à 20 mètres de Jean-Luc, je saute, finalement. Je suis repris, mais je fais des belles courses. Je fais par exemple 4ème à Coventry. J'échappe dans les derniers tours avec Yves Gouy et Guimas, on s'échappe pour essayer de tenter de reprendre l'échappée devant. Et donc je termine 4ème, ce qui sera ma meilleure place avec les championnats du Puy-de-Dôme Mufolep 18. Je termine aussi champion du Puy-de-Dôme Mufolep en VTT. Ouais, donc je fais une super course en fait. En 2014, c'est vraiment ma meilleure année. Ensuite, ça décline un petit peu, mais ça décline pas en fait, ça stagne. C'est qu'en fait, je me concentre sur d'autres objectifs. Le 16, j'intègre QC.
Notamment parce qu'on me laisse plus de liberté et parce que moi je voudrais me concentrer de plus en plus sur le cyclosport, sur le handisport. Parce que moi, étant handicapé de naissance, j'ai toujours voulu courir en handisport. Le problème, c'est qu'en fait, pendant très longtemps, le handisport m'était fermé parce que pas assez handicapé aux zones de handisport. Et le sport adapté également. Le sport adapté, jusqu'à quelques années, l'autisme dit Asperger n'était même pas considéré comme un handicap. Je ne pouvais pas courir en sport adapté. Donc, j'étais fortement désavantagé. C'est-à-dire que c'est pas un plaisir, franchement. C'est aussi pour ça que maintenant, je fais plus de critérium en ville quasiment, parce que c'est pas un plaisir d'aller faire tous les week-ends et se prendre 8 tours à l'arrivée. C'est bien de le faire une fois, mais c'est pas non plus de le faire tous les week-ends comme je l'ai fait quand j'ai commencé. Voilà. Après, j'ai jamais abandonné. C'est vrai que moi, je dois détenir à titre personnel le record de France du moins d'abandon. J'ai fait environ 400 courses, 350-400 courses. Je n'ai abandonné que 11 fois. Je n'ai abandonné que 11 fois dans 6 heures délai. Et à chaque fois que j'ai abandonné, c'était pour des raisons que je ne pouvais pas continuer. Voilà. Bref. Donc maintenant, on va venir sur cette saison. En fait, donc la saison donc à venir. La saison à venir, dans mon cas, en fait, elle va être sur 2 axes. Elle va être le cyclosport, cyclo-rotor, notamment le cyclo-rotor, donc le challenge national cyclosportif, que je vais essayer de remporter, puisque moi, je suis tenant du titre du challenge national cyclosportif, puisque j'ai terminé 31e sur 8700 coureurs. C'est quand même pas mal. En faisant que des courses de merde. Franchement, j'ai fait que des courses de merde. Ma meilleure place, c'est 110e. Le reste des courses, je fais que des mauvaises places parce qu'en fait, j'ai été victime d'allergie au pollen. Et la seule course où j'aurais pu marcher à la Saint-Florent, les conditions météo étaient mauvaises, donc j'ai pas pu marcher. C'était vraiment une saison compliquée pour moi l'année dernière. Je sortais une saison en 2021 qui était pas trop mauvaise. Là, j'ai une saison l'année dernière avec le pollen qui a été extrêmement compliquée. Parce que je suis allergique au pollen, donc c'était vraiment très compliqué pour moi. On va déjà commencer dans 15 jours avec QC. QC, c'est une course où j'aime bien marcher. Parce que justement, je montre les coureurs du club. En passe. Je reste à QC pour cette raison, pour montrer les coureurs du club. Donc, QC, belle course. En plus, le circuit qui change un peu cette année. Et également, la course d'Aubenas. Aubenas, c'est une des dernières courses en ligne que l'année dernière j'ai eu l'occasion de vous présenter, qui est super intéressante, que je fais chaque année, et j'adore cette course. J'adore Aubenas. C'est une course, le circuit n'est pas si compliqué que ça, mais j'adore Aubenas. C'est une super belle course, ça permet de courir en ligne, et en fait, donc c'est une super approche avant les cyclos. La semaine suivante, il y a Corrimadrome Provençal, j'aurais presque voulu la faire, mais je ne sais pas si j'aurai ma licence en e-sport à temps. En avril, la Coupe de France de Vauchette, que je vais faire, puisque à proximité. Je vais faire également, donc, on verra peut-être PLU5 en même temps, ou alors, sinon je ferai la Lozérienne pour commencer. Je ferai une Lozérienne, j'aime bien la Lozérienne, j'ai envie de la refaire, j'ai envie de, voilà, donc, de bien débuter. Le tour du Pays Rouennais en handisport également, cette année je pense. Le Grand Prix de Pont-Gibaud qui m'a intéressant avec les deux Torchac, son début de course. Les 3 écoles, qui est une cyclo que j'aime bien faire, que je vous présenterai dans le cadre du doc sur l'autisme que je vais vous montrer d'ici peu, sur ma saison 2022. Ensuite, la course des Global Games, si je suis qualifié, voilà, donc début juin. La trilogie Marianne, qui est une course que j'adore, que je vais faire cette année, c'est une Coupe du Monde UCI Grand Fondo que je vais essayer de gagner dans ma catégorie. L'année dernière, ça me fait chier, j'ai abandonné. Sinon, j'aurais gagné une Coupe du Monde Grand Fondo, ça aurait été vraiment cool pour moi. Les copains. La Saint-Florent, course que j'aime bien, où j'ai fait plusieurs podiums sur le petit circuit. Ensuite, peut-être des Scott Sim, des courses comme la Talaudière, comme Fouillouse, avant le Raid des Alpes, qui conclura ma saison, et la saison de cyclocross. En tout, à peu près, une vingtaine de courses, à peu près. 15-20 courses, cette année 20 courses, à peu près. J'aime bien 20 courses. Je suis monté quand même, j'ai quand même le record, je pense, j'ai un des records, je pense, à quasiment 50 courses en un an. J'ai fait. C'était trop. Maintenant, je vais me concentrer sur 20-25 courses. J'aime bien, c'est bien, ça permet de souffler un petit peu, de m'entraîner un peu. T'es pas toujours en rush tous les week-ends en fait. Voilà. Et donc maintenant, on va venir à mon club, numéro 2. Après la CQC que je vous ai présenté la dernière fois, le CMV, un petit club qui monte, notamment par un recrutement assez judicieux de jeunes coureurs, ce qui a fait grincer les dents du club, certains anciens, mais justement permet de rajeunir cette équipe et de la dynamiser un peu plus, notamment beaucoup de jeunes du VCCA qui arrivent cette année et un ou deux jeunes de l'USPI qui viennent au club. Puisqu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'en fait, le CMV, on essaie de se placer un peu comme club, justement, par réserve, soit qui récupère les anciens, soit qui peut former les jeunes pour les grosses formations après du coin, c'est-à-dire Cournon et Issoire. Donc maintenant, place à la présentation de mon groupe d'entraînement. Vous allez voir, on est une belle bande de copains. Venons-en maintenant donc à mon groupe d'entraînement, le CMV, donc Cyclo des Mers de Verre, Cyclotourisme des Mers de Verre d'ailleurs pour le nom officiel, qui a été créé donc il y a pile 25 ans en 1998, d'abord autour d'un petit noyau de cyclotouristes
qui souhaitait justement organiser un petit groupe de cyclo. On en retrouve encore quelques-uns au sein vraiment de la base du club, ou des gens comme Daniel Moreau par exemple, qui a longtemps été mon trésorier au VCCA, ou sa femme Martine par exemple, Pierre Benoît également, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, puisqu'il était donc au VCCA, c'était notre instructeur des jeunes écoles de vélo au VCCA, ce qui doit expliquer d'ailleurs un peu que maintenant justement on est de plus en plus un peu cette apparence de maison de retraite du VCCA. Oui. Ou de pépinière un peu pour les jeunes qui veulent pas rester, qui viennent chez nous. Cette année notamment. Notamment cette année on a recruté la famille Duboissé avec Mathieu. Mathieu c'est le fils de Christian que je connais très bien. Franchement Christian, j'ai commencé mon vélo avec quand il était dans l'ADN. Voilà, on a commencé déjà. Timoche Kite, qui est un très bon jeune, qui je pense va vraiment donner quelque chose. Emmanuel, le petit jeune que j'entraîne, donc Emmanuel Pavin, qui est un jeune qui a un peu plus de mal justement par le biais de justement de son handicap, mais qui est quelqu'un qui est vraiment doué. Il y avait Dorian Bélanger Chalut également, qui était un ancien coureur du club, qui cette année se dirige vers d'autres horizons, parce que Dorian c'est aussi un excellent footballeur américain, donc il s'est orienté plus vers le foot américain. On avait des coureurs par contre qui n'étaient pas du VCCA parmi les jeunes, mais comme Alexandre qui fait Matsup maintenant, mais qui est un très bon jeune également. Donc c'est des jeunes justement pour lesquels je suis venu au club pour les coacher à l'origine, leur donner des conseils, et finalement on recrute de plus en plus, et notamment parce qu'effectivement il y a cet aspect du club qui est bien, c'est une bonne bande de copains. Et moi les dimanches je suis super content d'aller m'entraîner avec le club parce que c'est une vraie bande de copains, c'est vraiment sympa. Et puis vous avez aussi des bons anciens bons coureurs au club. Vous avez Philippe Vivier qui n'était pas un mauvais coureur par exemple, et vous avez surtout Raoul Bella qui était un des meilleurs élites auvergnats dans les années 80, qui maintenant dirige son petit groupe de cyclo, j'adore à faire le lien avec tout le monde, aussi bien rouler avec les vieux du club, avec les VTTistes, avec le groupe 1 où je me fais exploser, c'est pas grave. Et ouais, pareil, on a des coureurs hyper talentueux genre Gaëtan Blanchet. Gaëtan franchement c'est un gars, le jour où il va marcher, je pense qu'il sera devant, parce que c'est un gars qui a un énorme potentiel. Il y a Mickaël, donc également qui est l'instigateur de cette section FFC, qui est un bon coureur. Moi je me rappelle quand on était jeune, on n'était pas mauvais. Et surtout, il y a Nicolas Chetefaux qui est un copain commun. Nicolas, franchement, quand j'étais jeune, il y a 20 ans, c'était l'un des tout meilleurs avec Christophe Laborie et Florian Vachon et Sébastien Fournier-Fayard. Donc ce sont des coureurs qui ont tous fait des grosses carrières au niveau amateur, au niveau en Auvergne, et au niveau français pour Nico, comme Seb. Voilà. Un peu plus tard pour Sébastien d'ailleurs. Parce qu'avec Sébastien, on partage la particularité d'avoir commencé tard, nous. C'est vraiment un club, franchement, pour moi, avec cette ambiance qui donne vraiment envie de rester. Et notamment, moi j'aime bien ce qu'il y a en cyclocross avec Timo, parce que Timo, c'est un coureur que j'aime bien aussi. Comme Manu, c'est des coureurs que j'aime bien, moi. C'est des gars, c'est des coureurs que j'aime bien, c'est des grimpeurs aussi, c'est des gamins que j'aime bien. Puis Timo est néerlandais, moi je parle néerlandais. J'aime bien la langue néerlandaise. Je sais pas le néerlandais, j'aime bien discuter avec eux à chaque fois. C'est bien sympa. Et puis on a aussi beaucoup de coureurs qui sont un peu comme moi à l'origine, qui viennent d'autres horizons. Parce que au niveau histoire personnelle, moi je suis pas. Mon père faisait du vélo. Davantage pour l'entraînement, pour la de canoë. Parce qu'on peut être canoïste. Et notamment cette année, on a Julien, qui est issu du canoë, qui court avec mon petit frère Arnaud, à l'époque où le club de canoë était un des meilleurs clubs en France. Ou d'autres horizons, des coureurs à pied aussi, par exemple. Ou du triathlon. Et on a également donc une ossature assez solide de club d'anciens, moins anciens, mais qui sont des gars qui ont constitué cette section aussi pour l'aspect dirigeant, c'est-à-dire Lionel, notre président intérimaire, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est quelqu'un qui et aussi pour lequel je reste au club, comme M. Dupré à la CQC, Olivier Rojo, donc qui est un peu notre Ménitus du club, qui est un peu notre un peu à tout faire dans cette équipe, qui est un peu le gros lien entre tout le monde, un peu. Olivier Dumas également, donc Philippe Béal, qui est un ami d'enfance de mon papa. Une ossature de cohérent. Parce que c'est le problème de ce club, malheureusement, c'est qu'en coulisses, j'espère que ça va se régler. Les problèmes qu'on a eu l'an dernier, on a eu des gros problèmes, crise de croissance du club. Mais si ça marche, je voudrais bien qu'on ait une section en e-sport, histoire que je puisse signer dans ce club, et peut-être que finalement je finirai peut-être ma carrière au sein de ce club. Après un long passage à QC, je viendrai ici, dans ce club, pour manager les jeunes, pour faire du direction sportive au sein du club, pour coacher les jeunes, parce que c'est vrai que c'est sympa. Moi je le vois, Mathieu Francoya qui sort de cadet par exemple au sein du club maintenant, ou Flo Constant pareil qui sortent tous les deux de cadet. C'est bien de voir ça, tu vois, c'est sympa, et c'est une très bonne évolution je pense pour le club justement. Ça va assurer l'avenir au sein du club.
Ça va assurer l'avenir quand les anciens vont vraiment repartir vers le cyclo-cyclo. Quand nous, ma génération, on va commencer maintenant à passer vraiment à autre chose parce qu'on a quand même autre chose à faire quand même qu'à faire du vélo à presque 40 balais. Donc maintenant, on va passer à quelques pistes de réflexion que je voulais vous proposer et à quelques explications concernant la nouvelle licence. Vous allez voir, je vais vous expliquer ça de manière assez simplifiée pour une nouvelle licence et assez rapide. En parlant des licences, on va parler des différentes fédérations. J'en reviendrai beaucoup plus en détail la prochaine fois, mais pour l'instant, on va parler succinctement. Donc, la première, la FFC, qui est une fédération monosportive, c'est-à-dire elle ne régit que le cyclisme. Donc, la FFC qui est affiliée à l'UCI, qui est la fédération de l'élite, du sport professionnel, du top niveau, du haut niveau. Donc, la FFC. Ensuite, l'UFOLEP. L'UFOLEP, c'est la 3e division. Officiellement, c'est la Ligue de l'enseignement, donc les œuvres laïques, qui organise ça. C'est-à-dire quelque chose qui était plutôt lié à l'époque au Parti Socialiste, qui organise ça politiquement. À l'origine, c'était une fédération qui était très sur l'ouverture scolaire, le sport scolaire, comme l'UNSS, donc le sport scolaire, une prolongation chez les adultes et chez les enfants également, donc pour le sport, pratiquer le sport, à un moindre niveau que dans la fédération monosportive, puisque c'est une fédération plurisportive, notamment où le cyclisme occupait jusqu'à peu une place assez importante. Cette année, vous allez voir, le calendrier, ça a quand même devenu beaucoup plus famélique, et en plus, le problème de l'UFOLEP, c'est que l'UFOLEP, c'est une fédération qui est en guerre ouverte contre beaucoup de fédérations, la FFH et la FFC. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que avant, donc, un poste de 3e catégorie pouvait courir en UFOLEP. C'est plus qu'à maintenant. Un coureur en accès, on essaie de nous virer. Les accès, on essaie de nous virer. Ils essaient de faire qu'une fédération uniquement UFOLEP. Ils courent à leur perte, et en même temps, en faisant ça, ils causent aussi la perte des petites catégories en FFC, puisque les petites catégories en FFC, souvent sont des coureurs comme moi, à double licence. Du fait, depuis près de 20 ans d'une diminution drastique des courses, souvent on prend 2 licences, une UFOLEP et une FFC. Ce qui permet également, l'UFOLEP, l'avantage aux jeunes d'apprendre et de progresser, de se faire un nom avant d'aller en FFC, voire pour certains, par exemple, comme Titouan Margarita, qui court dimanche, là, Titouan, c'est quelqu'un qui a commencé par l'UFOLEP, qui a été sur le podium au championnat de France cyclocross UFOLEP, et qui maintenant court en DN1. C'est en fait une fédération d'accès. Tout comme la FGT qui était à l'origine la fédération du Parti communiste. À l'origine, la FGT, c'est une origine très précise, c'est le Parti communiste. C'est au nom de la solidarité et de l'accès au sport pour l'ouvrier, le paysan et le prolétaire. On a créé cette fédération pour permettre à ces gens qui n'avaient pas les moyens de faire du sport. Donc ainsi est née la FGT, qui représentait notamment la France au niveau de la course de la paix, qui était la course la plus prestigieuse dans les pays communistes. Voilà. Avant 89. Donc la FGT, fédération assez importante, en fait c'est la 2e division. Vous avez une première catégorie qui est une vraie catégorie, une espèce de super catégorie entre la 2 et la passe cyclisme. Ensuite vous avez la 2, qui serait plutôt l'équivalent de la passe, la 3 qui serait la passe, et la 4, 5, 6 qui sont les GS et la 3 UFOLEP. Mais justement, ça permet d'avoir des courses vraiment intéressantes entre les petits et vraiment les plus jeunes, parce que là, il y a des écoles de cyclisme, contre l'UFOLEP, jusqu'aux vraiment plus anciens. Par exemple, à Fraisse, j'ai couru, il y a des coureurs qui avaient plus de 70 ans. Donc c'est intéressant de voir ça. Ça permet de réunir un peu tout le monde, toute la famille, justement. Avec des courses qui, pour le coup, dans la Loire, sont extrêmement intéressantes. Parce que dans la Loire, ça va des pistes de tank, donc chez Giat Industrie, ultra plates, à des courses vraiment dures. Ou à des cyclocross vraiment durs. Franchement, le cyclocross de la Ricamari ou le cyclocross de Fraisse, ils ont largement leur place en FFC. C'est des cyclocross vraiment durs. Et pour le coup, c'est une fédération qui a beaucoup plus d'affinité avec la FFC que l'UFOLEP. Et pour moi, une gestion qui est aussi bien meilleure que l'UFOLEP. Et enfin, une 4e fédération, comme je disais, à part, la FFH. La FFH est aussi donc membre de la FFH, Fédération Française Handisport, affiliée aussi également Sport Adapté, désormais maintenant cette année. Ça a été regroupé plus ou moins avec le sport adapté. Donc, c'est une fédération ici qui comprend des personnes en situation de handicap, allant de personnes comme moi, atteintes par d'Asperger, de dyspraxie, d'handicap mineur, à des gens qui en WC1 sont vraiment lourdement handicapés. On a des coureurs quasiment tétraplégiques, voire tétraplégiques, qui courent. Ça permet aussi de nous dépasser, de nous offrir un cadre, de nous faire évader, notamment dans le cas des handicaps lourds, de ce quotidien. On va venir à la licence. Maintenant, je vais vous parler précisément de la réforme de la licence. Après, on vous en parler, parce qu'on en reviendra beaucoup plus en détail. La nouvelle licence, il y a pas mal de monde qui m'a posé des questions, justement. Donc là, je vais vous faire depuis très longtemps une vidéo dessus. Vraiment spécifique. Finalement, j'ai pas eu le temps de vous la faire, donc là, je vais vous l'expliquer très simplement. Donc, voilà. Donc au niveau des catégories d'âge, ça change pas.
Moi, je suis master, par exemple, plus de 30 ans. Je suis master 2, même pour être précis, comme mon niveau d'études. Après, donc, ce qui change un petit peu, c'est au niveau des âges. Au lieu de dire poussin, cadet, benjamin, pupille, junior, on va dire, par rapport à l'âge maintenant, et non plus pour obéir aux codifications internationales, et non plus les noms. Mais dans les pratiques, ça reste le même. Un U19, c'est un junior, un U17, un cadet, un U15, un minime, et vice versa. Jusqu'au pré-licencié. Et au niveau élite, donc tout simplement, un élite, c'est un élite. Donc un élite, c'est un coureur qui est dans le top 200 national ou inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau. Et ce qui change, c'est qu'en fait, contrairement à avant où c'était cloisonné par discipline, maintenant un élite, tu as une licence élite, quelle que soit ta discipline, tu peux pratiquer en élite. Après, je pense pas avoir un élite sur piste, par exemple, aller faire un chantier en VTT à marathon. Ou vice versa, je vais pas aller voir un routier aller faire du trial. Après, dans les faits, ça reste cloisonné. Maintenant, vous allez voir, c'est une licence unique. Ensuite, l'Open. Open 1, c'est l'ancienne 2. L'ancienne deuxième, c'est tous ces coureurs qui sont élites, mais pas classés parmi les 200-300 premiers. Des jeunes qui sont à très haut niveau, mais pas inscrits sur les listes du pôle France ou sélectionnés national, mais qui sont vraiment à haut niveau et qui peuvent accéder justement. Et justement, là, sont les passerelles. Justement, l'avantage, c'est que ça reste justement dans le fait la même chose, c'est-à-dire qu'un élite et les Open 1, on court ensemble. Ensuite, les Open 2, c'est l'ancienne troisième catégorie. Justement, c'est même une catégorie 2,5, plus une catégorie 2,5. C'est cette catégorie qu'on demandait depuis très longtemps, entre les 3 et les 2. Justement, pour des très bons coureurs en 3, mais pas assez bons pour la 2, ou pour des jeunes, pour des juniors, par exemple. Pour les juniors, pour des bons juniors, par exemple. Pour des bons juniors, je pense à des copains, par exemple, comme Quentin Bellec, par exemple. C'est une bonne catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, ça va te permettre de monter en 1 ensuite, donc de monter en 2, ou de monter en élite, mais tu peux commencer à prendre comme ça tranquillement. Et après, comme ça, tu montes. 3, l'Open 3, donc, qui reste la troisième catégorie, c'est-à-dire troisième pass cyclisme Open, pour les meilleurs pass cyclisme Open. Donc c'est une catégorie en fait de coureurs comme moi, c'est-à-dire des coureurs qui vont courir le dimanche, qui bossent la semaine, qui ont du temps un peu plus limité pour s'entraîner, mais qui restent quand même une bonne catégorie. Ça correspond en FSGT à la catégorie 2 à peu près. Ou en UFOLEP, pensément à la première. Donc c'est une catégorie, effectivement, qui vous permet d'avoir des bonnes courses, à peu près 80, voire 100 km dans certains comités, chez nous plutôt 80 km compte tenu du terrain, d'avoir souvent des très bons plateaux. Souvent la 3, cet avantage, c'est qu'elle offre des bons plateaux. Elle offre comme des plateaux à 80, 100 coureurs. Parfois, souvent, par exemple, 100 coureurs dimanche. C'est intéressant. Voilà. Et c'est vraiment la catégorie de cœur du cyclisme, à un autre niveau, au niveau amateur. Il y a beaucoup de courses en 3. Beaucoup moins de courses en 1-2, il y en a. Et c'est vraiment cette catégorie de cœur. Et c'est cette catégorie qui, je pense, justement, sur laquelle la FSE doit vraiment appuyer. Parce que c'est vraiment, ça permet de réunir tout le monde. Les bons jeunes et les coureurs un peu plus anciens. Ensuite, la catégorie accès 1, qui est la mienne, c'est une catégorie qui est que à pass cyclisme pour les plus de 35 ans. Et pour bon pass également. C'est un peu l'ancienne pass open. Moi, c'est une catégorie qui, en fait, dans laquelle je suis affilié. Pourquoi ? Pour des raisons en fait pratiques. C'est qu'en cas de sélection, notamment sur les Global Games, pour être membre de l'équipe de France, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il fallait que je sois membre, au moins avec une passe open, une fois les Coupes de France. Donc ça me permet de participer et d'être classé. C'est une catégorie qui, en fait, sur des courses de 60, 70 km, 50 km, 35 km parfois, c'est un peu désolant. Et c'est une catégorie, en fait, qui permet à des coureurs, donc, qui sont souvent des gens qui veulent vraiment prendre le vélo, débuter, qui sont débutants, ça permet de courir à son niveau. Mais c'est intéressant, justement, cette catégorie. La passe ou accès. 1, 2, 3, 4, c'est l'ancienne passe cyclisme comme catégorie. C'est donc une catégorie de coureurs vraiment qui vont faire du vélo vraiment pour le plaisir, qui va prendre une petite licence pour faire une course de temps en temps. Vous avez le pass nature aussi, le pass VTT aussi plus spécifique. Le type de loisir, plutôt des coureurs qui font de la cyclo, qui feront vraiment quelques courses par an. Bon. Et plus on descend, plus le niveau est bas, théoriquement. Le problème de la FFC et des fédérations générales, c'est qu'il n'y a pas vraiment un classement par rapport à ton niveau. C'est ce qu'on a perdu, l'arrêt des premiers pas Dunlop, c'est cette classification vraiment par niveau sportif. Donc c'est bien qu'on peut se retrouver avec un gars en A4 qui va te mettre une tôle en tant que coureur A1. C'est qui est actuellement courant A4 mais qui a un niveau plutôt Open 3, Open 2 plutôt.
Donc c'est toujours un problème éternel, je pense pas que ça le réglera. Moi par contre, là maintenant, on va venir à quelques propositions justement que j'ai par rapport au cyclisme, vous allez voir. Quelques propositions d'ailleurs assez intéressantes que je vais vous proposer maintenant. Succinctement, je vous en ferai une vidéo un peu plus précise de ces quatre, mais voilà. Donc maintenant, j'espère que vous avez un peu compris ces catégories justement qui finalement ne changent pas énormément des catégories qu'on a depuis une vingtaine d'années. Pour finir, quelques pistes de réflexion. Première piste de réflexion, l'organisation des courses. Pourquoi en fait encore demander à la préfecture dont on sait pertinemment que ces abrutis ne nous donneront jamais l'accord pour faire des circuits intéressants, pourquoi ne pas se passer de ces gens-là? Pourquoi ne pas créer carrément maintenant une agence de création pour les circuits? Moi je propose, je suis architecte de formation, ça fait des années que je le propose. Je suis architecte, je peux vraiment vous aider moi sur tout ce qui est création de circuits, créer, dessiner, améliorer les circuits sur lesquels on court. Pas besoin de préfecture, moi je suis formé, j'ai passé plusieurs fois le concours, on m'a refusé quand même à cause de ma compétence et mon handicap, faut quand même le dire quand même, on m'a refusé ma place à cause de ma compétence. On m'a fait remarquer qu'en fait, le fait de faire un CERFA simplifié, plus facilement à lire, c'était une vraie connerie. C'était pas admissible, ou tout comme faire un dossier en une demi-heure. J'ai fait les dossiers en une demi-heure quand même. Tellement c'est facile pour moi. D'autant qu'en plus, moi, comme vous me connaissez, moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup sur le terrain. Donc moi je propose l'homologation de la manière suivante. 1. Je vous dessine un tracé. 2. On se réunit avec, comme vous me connaissez bien, les organisateurs, on se bloque un moment, on prend le vélo, on va voir comment il fait le circuit, on va le regarder, on va l'étudier précisément sur le terrain, et je vous donne mon aval. Ensuite, donc, de cette organisation, pourquoi ne pas passer des contrats avec les communes? En sport automobile, il faut comprendre que ça se passe comme ça, en moto, ça se passe comme ça, et je pense que ce serait une excellente solution. Sécuriser les courses en passant des contrats avec les communes. Un premier contrat de 3 ans, ça empêche comme ça des courses comme Saint-Julien-de-Coppel par exemple, se casse la gueule au bout de seulement un an. Ou une course comme Saint-Maurice qui était une très belle course. Enfin un contrat, ça les lie. Ils sont obligés de le faire. Et à ce moment-là, on peut peut-être même, comme ça, tirer quelques revenus. On peut même tirer quelques revenus, je pense, de cette manière-là, par les communes. Aussi, organiser aussi du naming, comme c'est au Canada par exemple. Au Canada, aux États-Unis, il faut quand même comprendre que la série américaine de Critérium, souvent ça ne veut pas de naming. Et pas de naming, ça aurait un avantage justement, ça permettrait de faire venir un peu de pognon dans ce sport. Et peut-être, justement, de pas forcément ponctionner les clubs et ponctionner les licenciés. Donc comme j'explique, moi franchement, je suis prêt à vous faire une agence pour vous dessiner le circuit. J'ai un catalogue de circuits si vous le voulez, je vous le partage, qui est disponible, que j'ai tracé d'entraînement. Avec un peu cette privatisation, ça nous permettrait de réétoffer ce calendrier qui en fait a, en gros, non pas ces dernières années finalement ça se stabilise finalement. Moi je constate depuis une dizaine d'années que ça se stabilise. Ça se voit pas autant que ça finalement, à part en UFOLEP, ça se stabilise finalement. Mais en fait ça a vraiment tombé entre 98 et 2010 où ça s'est par contre vraiment effondré avec la précédente réforme de licence qui avait vraiment mis un coup de frein aux épreuves, à beaucoup d'épreuves. L'augmentation des frais de gendarmerie là aussi. Pourquoi franchement, je vais y revenir, pourquoi nous-t-il pas nos propres brigades de signaleurs? Il y a une solution qui est simple, on a ce qu'on appelle la réserve civile. Bon, gendarmerie, moi j'en suis membre, je suis officier au sein de la réserve civile. La réserve civile, on inscrit nos hommes à la réserve civile, ces gens-là sont considérés comme gendarmes au sein de la réserve civile. On peut faire venir les réservistes de la gendarmerie également. Je pense que les réservistes de la gendarmerie pourraient nous servir. Voilà. Ça permettrait de sécuriser les carrefours, parce que c'est inadmissible de voir des connards à contresens sur les courses. Je suis désolé, c'est inadmissible de voir des gens qui nous foutent littéralement en danger, ou comme dimanche au Béda, de voir des enfoirés qui s'arrêtent au feu. Non, il faut agir. Moi, je pourrais proposer avec Solidar Cycle et ceux que ça intéresse, aidez-moi à monter ce projet. Franchement, une brigade de signaleurs en Auvergne, quasi permanente, que je vous loue, vous me donnez 50 €. Ils viennent, ces gens-là, et vous font les carrefours. Ces gens que j'aurais formés à le faire. Il faut équiper avec des moyens dissuasifs, par exemple, mettre des planches à clous. C'est radical. Et les mecs avec les voitures, ils y passent, ils crèvent les pneus. Ça les calme, voilà. Donner un peu de poids de police à ces gens-là aussi pour qu'ils puissent interpeller. On peut pas arrêter, on n'a pas le droit. Par contre, vous pouvez parfaitement mettre une personne en état d'arrestation si après vous faites constater par un officier de gendarmerie, normalement, cette personne reste en procès verbal et la personne se retrouve en garde à vue. Voilà. Parce que bon, ça commence quand même vraiment à gaver et je pense qu'une brigade de signaleurs serait une très bonne idée. Et enfin, un dernier point, moi je pense qu'il faudrait peut-être mettre en place un système de drapeaux sur les courses. C'est con, mais moi quand je prends un tour,
j'aime bien avoir un drapeau bleu. Ça me permet de me dire que je vais prendre un tour, donc de me préparer à laisser passer le peloton. Et ça permettrait de fluidifier les courses et ne pas créer des situations dangereuses comme on a vu par exemple l'an dernier au prix de Cournon on passe, où on a eu une énorme gamelle quand ça a fait une confusion. On peut également donc mettre un drapeau noir pour disqualifier les coureurs qui seraient fautifs de faire de drafting dans le peloton, parce que ça je suis désolé, mais drafting au sein du peloton, ça commence à casser les couilles. D'autres trucs comme ça, d'autres infractions, jeter ses détritus au bord de la route, prendre une carotte dans la poche sur une cyclosportive, bah c'est quand même plus pratique que d'aller balancer tes barres quand même. Voilà. Un drapeau blanc pour les véhicules de secours, au cas où, c'est pas même signé, un drapeau jaune pour le danger, un drapeau rouge pour l'arrêt de course, un drapeau vert pour dire que tout est clair, créer un drapeau pour les primes, pourquoi pas. On met quelques commissaires répartis autour du circuit, ou des signaleurs, un deuxième signaleur au poste, on met ça au poste de commissaire pour le drapeau noir avec numéro de plaque pour disqualifier. Voilà, c'est 3 propositions toutes simples que je vous propose, et qui je pense vraiment ferait du bien au cyclisme et permettrait à notre sport de se relancer. J'y reviendrai beaucoup plus tard, un peu plus tard cette année, dans une vidéo qui sera vraiment consacrée sur des idées. J'ai oublié de mettre aussi un truc très intéressant par rapport au signaleur, mettre un panneau explicatif 1 ou 2 km avant la course, avec un grand panneau où on explique vraiment le procédure de course. Et on dit aux gens, si vous venez sur la course, en gros, vous exposez prendre une amendement. Simplement, voilà. Donc c'était Lionel de la chaîne Cycle Auvergne. Pensez à partager, c'est toujours sympa, à mettre un petit like, à commenter. Bon, évitez les commentaires là débiles, parce que j'en ai marre des commentaires genre ta vidéo sert à rien quand même. Merci. Merci pour le connard qui m'a mis ça sur Rogerie sur ma seconde chaîne. Toi, je pense que tu sers à rien, le mec qui a mis ça. Bon, voilà. Donc, au revoir, et puis bon début de saison.